Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir autour de cette table ronde, les Éco 1, autour du thème des operating partners. On va parler aujourd'hui d'un thème qui est passionnant sur une industrie qui est en train d'évoluer, l'industrie des VC. Mais avant de commencer, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Benoît Roblin, je suis le directeur du Hub. Le Hub, c'est une structure unique qui a été créée pour accompagner les 300 startups dans lesquelles BPI a investi. Et aujourd'hui, avec moi, on a Caroline Parot, qui est CEO de Technicolor Creative Studio, qui est aussi ancienne CEO d'Europecar. On a Thibaut Chassagne, Thibaut qui est le fondateur de Virtuo. Virtuo, c'est une start-up qui fait de la location de véhicules 100% digital. Et enfin, on a Maëlys Ferrer, Maëlys qui est la directrice du pôle d'investissement Large Venture de BPI France. Avant de leur laisser la parole, je voulais juste faire un petit rappel de ce qu'est un operating partner. Le concept des operating partners, en fait, il n'est pas nouveau. Il a été créé il y a une dizaine d'années aux États-Unis par des fonds d'investissement américains, notamment Andreessen Horowitz, que vous devez connaître. Ce modèle, il est finalement relativement simple. C'est d'apporter de l'expertise et du conseil, pas seulement par les investisseurs, mais par des anciens CEO de start-up ou des anciens CEO de grands groupes. Si je devais simplifier et donner une définition de l'operating partner, on pourrait utiliser l'image du Sherpa. Le Sherpa, il va aider l'alpiniste à grimper la montagne. Le Sherpa, il est déjà passé par le chemin. Il sait où il y a les failles, il sait où il y a les opportunités. Il ne va pas gravir la montagne pour l'alpiniste, mais il va l'aider à atteindre les sommets. Alors, pour commencer, ma première question, elle sera pour vous, Caroline et Thibaut. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le contexte de votre rencontre et votre première expérience en tant qu'operating partner, puisque Caroline accompagne Virtuo en tant qu'operating partner. Bonjour à tous, je commence. Alors, moi j'ai été contactée par la BPI puisqu'ils ont leur vivier de start-up qu'ils accompagnent. Et effectivement, dans le passage à l'échelle, qui est le moment dans lequel se trouve Virtuo, il y a un certain nombre d'accélérateurs, de croissance, de changements de business model. Et comme je connais aussi bien la BPI par ailleurs et que j'ai été ancien CEO d'Europecar, ils trouvaient intéressant que je puisse, sans être board member, sans être consultant, apporter mon expérience, mon regard différent sur une start-up. Et j'ai regardé beaucoup de start-up de la mobilité quand j'étais CEO d'un grand groupe. J'en ai acheté certaines et je les ai fait grandir à l'intérieur de mon écosystème. Et là, il y a un autre regard pour aider les fondateurs avec leurs actionnaires à passer sur une échelle différente. Donc, operating partner, c'est nouveau pour moi, mais c'est surtout ce que vous avez dit, mon expérience, une accélération de principes, quelque chose que j'ai déjà vu pour leur faire gagner du temps et pour les aider à regarder différemment ce qu'ils font en ce moment. Ça va être difficile d'ajouter des choses intéressantes à ça, mais oui, de mon point de vue, Virtuo a atteint une certaine taille et donc on commence à avoir des problèmes d'échelle et c'était extrêmement pertinent de pouvoir échanger avec Caroline, effectivement pour accélérer et pas éviter les erreurs classiques, j'ai envie de dire. Donc c'est partage d'expérience bien sûr et une capacité à voir plus loin et à être moins naïf aussi peut-être sur certains éléments de marché. Donc je l'associe à la maturité de l'entreprise parce que je pense qu'au début il faut être très naïf, sinon on n'y va pas. Et là on rentre dans une phase où justement il faut être moins naïf pour bien exécuter au niveau d'échelle auquel on arrive. Ok, merci. C'est très clair. Maintenant, j'aimerais un peu vous écouter sur les défis courants en fait, auxquels sont confrontés les startups et comment les operating partners peuvent aider les startups à surmonter ces obstacles. Les défis courants. Alors, j'essaie de structurer un peu ma pensée, mais bon, enfin, ils sont multiples dans le sens où il y en a qui sont communs à toutes les startups et il y en a qui sont liés plutôt au contexte actuel, je dirais. Le contexte actuel, les défis, c'est qu'on sait que le capital est moins abondant pour les startups. On sait que dans le couple croissance, rentabilité,
on a eu un peu un changement de paradigme. Donc, c'est ce changement de paradigme, cette capacité à s'adapter à cette nouvelle situation qui est un des grands défis des startups aujourd'hui et qui fait que avoir l'expérience, en l'occurrence de Caroline ici, ça a beaucoup de valeur. Parce qu'en fait, on se retrouve confronté peut-être plus vite que prévu à des objectifs de profitabilité et des contraintes de profitabilité que sont celles d'un grand groupe coté qu'il a tous les jours. Donc ça, c'est assez évident. Et ensuite, on a des problématiques qui ne sont pas vraiment liées au contexte, mais d'entreprises qui grandissent vite et donc avec des enjeux organisationnels. Avoir les bonnes personnes aux bons endroits, réorganiser le mode de fonctionnement de l'entreprise, des enjeux d'internationalisation aussi, sur lesquels, une fois de plus, on ressemble à une boîte de plus en plus grosse. Donc super intéressant d'avoir la vision de quelqu'un qui a fait fonctionner une très grande boîte. Voilà. Peut-être pour complémenter, moi je vois leurs défis d'un autre regard, c'est-à-dire que quand j'étais chez Europcar, bien sûr Virtuo était dans mon écosystème de radar parce qu'ils avaient une expérience client très disruptive et ils faisaient beaucoup bouger les lignes sur des sujets où les loueurs étaient plutôt en retard. Et quand moi j'arrive, je leur dis c'est formidable ce que vous avez fait parce que les grands loueurs qui ont des moyens différents et qui sont dans des structures différentes sont en train de vous rattraper. Et donc le défi qu'ils ont à gérer, c'est comment garder leur esprit innovateur tout en devenant grand. Et donc du coup, en devenant grand, on devient une vraie société. On a des besoins de rentabilité, on a des besoins d'agilité, de re-questionnement stratégique. Et donc, l'effet start-up s'évanouit un peu pour devenir une société qui devient cette phase scale-up qui est difficile, où il faut qu'ils switchent dans leur tête avec croissance, mais croissance rentable, perspective. Et effectivement, un des sujets qu'on a regardé très très vite, même si on n'a pas fini, c'est mon regard sur l'organisation par rapport à une industrialisation de leur business model. La start-up, c'est magnifique parce que vous innovez, mais à un moment donné, le scale-up, c'est l'industrialisation. Et c'est un autre métier, donc il faut des spécialistes. Ça ne veut pas dire que les fondateurs ne sont pas pertinents, ça veut dire qu'il faut qu'on les entoure un peu différemment. Et mon regard pour eux, c'est de les aider à regarder comment regarder différemment ce qui est une industrie et comment s'entourer différemment et comment, si on veut garder cet esprit innovateur, mettre des pôles différents d'investissement pour pouvoir garder l'innovation tout en satisfaisant des actionnaires qui vont vouloir un retour quelque part à un instant T. La croissance n'étant plus aussi facile qu'avant et l'argent étant un tout petit peu plus rare, où est la valeur où est la création de valeur pour l'entreprise? Et donc c'est comment au moins avoir cet échange, mais très très rapide, très très cash sur moi ce que j'en pense en tant qu'ancien stratégique qui regardait ça et qui se dit la création de valeur, elle est peut-être là, mais elle est peut-être aussi là. Donc c'est ce genre de dialogue que j'essaye d'amener sur la table pour qu'on se pose des questions différemment dans un univers qui est en train de changer par ailleurs. Merci beaucoup. Maintenant, moi j'ai une autre question et qui est plus pour toi, Maëlys, en tant qu'investisseuse dans Virtuo. Quelle valeur, quel regard tu portes sur les operating partners et quelle valeur ça apporte pour une start-up? Alors, ça apporte une valeur incroyable à plusieurs titres. Alors, avec un complément qui est lié au stade auquel on commence à investir dans les sociétés. Donc, le fonds Large Venture investit dans les sociétés qui commencent à être un peu matures et qui font face à tout ce qui a été dit par Thibaut et Caroline et qui font face à une gestion de complexité croissante. Et on se rend compte très clairement que le regard de quelqu'un qui a connu ce chemin, qui peut apporter cette expérience, très complémentaire de l'investisseur financier, voire indispensable, parce que l'investisseur financier n'a pas cette connaissance, généralement. Et donc, c'est un regard qui est absolument indispensable. Pour moi, il y a également deux autres éléments assez essentiels. C'est que je pense que quelqu'un d'extérieur, comme un expert ou un operating partner, est capable de faire passer des messages qu'un investisseur financier
peut moins faire passer parce qu'il a un intérêt à agir d'une certaine manière, où il est actionnaire, il est partie prenante. On a avec nous Caroline, avec son expérience et qui est complètement indépendante et qui apporte sans parti pris vraiment sa pure expérience. Donc ça, c'est vraiment super créateur de valeur pour nous. Et enfin, pour moi, en tant que manager de mon équipe, je trouve que ça permet de faire accéder à mes investisseurs qui sont souvent assez jeunes, de pouvoir accéder à une seniorité et une expertise qui est unique. Donc c'est vraiment 3 fois win. Hein. C'est gagnant-gagnant. Ouais, j'ai une autre question qui est un peu finalement comment ça marche. Est-ce que Caroline et Thibaut, vous pouvez nous raconter comment ça marche une relation entre un operating partner et une startup? Comment vous travaillez ensemble? Je commence. Alors, on s'assoit dans une salle pour commencer. On prend un café. Non, ça fonctionne. On a je pense qu'il y a un intérêt commun et donc une excitation intellectuelle commune de confronter des points de vue. Donc la mayonnaise prend facilement. Je pense que pour Caroline, c'est intéressant de voir comment on perçoit les choses et vice-versa pour nous. C'est des sujets, généralement on est assez passionné par les sujets, donc en discuter c'est très enthousiasmant. Et ensuite, franchement, on rentre dans le concret très vite, sur différentes thématiques, mais on est allé jusqu'à regarder des PNL en détail, jusqu'à réfléchir à regarder des org charts et s'interroger. Voilà, donc c'est très concret, franchement. Oui, je pense que c'est de mon point de vue, alors moi c'était la première fois que je rentrais dans ce genre de rôle. Il y a effectivement cet intérêt intellectuel. J'ai travaillé 10 ans dans la mobilité. Une fois que j'ai vendu Europcar, j'ai fait autre chose, mais je reste très attachée à ce monde de la mobilité et je me dis que faire profiter ces expériences dans la mobilité tout en ayant un rôle différent, pour moi, c'est important. Et du coup, la discussion, c'est pas une discussion de board, puisque moi, je n'ai pas de responsabilité de board. J'ai plutôt l'envie de leur donner mon expérience très concrète. C'est-à-dire que j'ai pas du tout envie de leur faire écrire des choses. Et donc, on rentre, moi, je vois ça comme ça, j'ouvre leur PNL avec eux, ils me montrent quelque chose, je leur dis, bon, ça, je comprends pas. Et puis, on part sur autre chose. Donc, en fait, c'est une espèce de dialogue. Alors, bien sûr qu'on a des sujets classique, croissance, coût, structuration, mais sur un dialogue très concret, comme si on pouvait l'avoir dans un COMEX, mais sans enjeu pour moi et sans enjeu pour eux, ce qui, à mon sens, donne une parole assez libre. Donc je peux être très provocante, et puis ils ne le prennent pas comme une provocation négative ou positive, ils le prennent comme une réaction. Et donc je pense qu'on rentre dans des sujets de micro-détails qui nous permettent de remonter sur des sujets plus stratégiques, et j'essaie de leur montrer comment moi je lis les choses, parce que j'ai fait ça pendant 10 ans tous les jours, et donc j'essaie de leur donner aussi la vision de speed. Donc je leur parle beaucoup de choses pour leur montrer qu'il faut aller vite, et j'essaie de leur montrer comment faire. Donc c'est plutôt une espèce d'échange assez fructueux, et je m'y prépare intellectuellement longtemps à l'avance, parce que je me dis qu'est-ce que je vais leur dire la prochaine fois. C'est très intéressant. Merci pour ce retour. Je pense que ce qui serait intéressant pour l'auditoire, c'est aussi de mieux comprendre les différents modèles d'operating partner. Il semblerait qu'il existe différents modèles sur le marché. Est-ce que Maëlys, tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, je ne vais pas vous faire une étude de marché en bonne et due forme, mais peut-être quelques repères, en tout cas en France, de comment... tu as très bien dit tout à l'heure, en fait, Andreessen Horowitz, c'est vraiment, je pense, le fonds américain qui a été pionnier et qui a industrialisé ça, parce que je crois qu'ils ont 150 operating partners qui sont des salariés, en fait, du fonds, donc c'est un truc incroyable. En France, il y a des fonds qui ont mis en place ce genre d'organisation avec des gens qui sont salariés, comme par exemple, je pense à Serena, qui a organisé il y a assez longtemps une organisation super efficace, et avec des gens qui sont
complètement intégré dans la structure et qui onboard les sociétés, les participations au démarrage. Ils organisent ça en effet de cohorte et qui est aussi en cohérence avec leur thèse d'investissement. Ils investissent de façon plus early stage que nous et ils ont des entreprises qui sont à peu près homogènes entre elles en termes d'activité économique et de maturité. Pour nous, BPI France et pour nous, Large Venture, c'est un petit peu différent parce qu'on peut avoir dans notre portefeuille des sociétés dans la mobilité, dans l'ordinateur quantique, Pascal, dans la biotech, dans les semi-conducteurs. Donc on a des multiplicités de types de modèles économiques et qui impliquent un accompagnement différent. Il y a d'autres fonds qui, je pense notamment à Jolt, en France, qui ont mis en place aussi une organisation très efficace. Et je crois que Yves, tu pourras en dire un mot tout à l'heure. Il va venir sur scène après. Voilà. Voilà. Et puis il y a d'autres fonds qui utilisent plutôt le concept de venture partner, qui est assez différent d'operating partner et qui est souvent avec une approche pour aider les investisseurs à sourcer des dossiers. Et ils participent souvent aussi au due diligence sur l'investissement. Nous, ce n'est pas la vision qu'on a retenue. Chez BPI France, on a, grâce à toi, Benoît, mis en place une organisation qui est structurée à partir du moment où on a décidé d'investir. Peut-être que demain, on intégrera nos operating partners de plus en plus en amont. Ce sera sûrement très intéressant, mais aujourd'hui, voilà, c'est la vision que l'on a. Non, c'est très clair. Merci Maëlys. J'en profite pour vous dire que vous pouvez envoyer vos questions sur l'interface bpifrance.fr. Je crois que de mémoire, c'est big.bpifrance.fr. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on les prendra sur scène. Ouais, j'avais une autre question pour vous, Caroline et Thibaut, qui est finalement la confiance, parce que la confiance, c'est clé dans la relation entre un operating partner et une entreprise qui est accompagnée par un operating partner. Comment vous établissez cette relation de confiance entre la start-up et l'operating partner? Je vais me lancer. Déjà, la confiance, ça ne se décrète pas, c'est quelque chose qui se passe et c'est ce qu'on établit ensemble. Donc moi, dès le départ, je leur ai dit, je suis operating partner, je ne suis pas à votre board, je ne suis pas actionnaire, et même si je connais la BPI, ce qui se passe entre nous, se passe entre nous. Donc, du coup, ça me donne une très grande liberté de parole avec eux et ça me permet à moi aussi de rentrer dans des sujets un peu différemment. Mais la confiance, c'est une relation qui est très importante, mais qui ne se définit pas. Donc, en fait, il faut poser les choses. Je pense que dès le départ, il faut que l'operating partner explique ce qu'il va faire et fasse ce qu'il a dit qu'il allait faire ou qu'elle allait faire. Et puis après, ça se déroule aussi avec ce que vous pouvez apporter. Et puis par le test qu'effectivement, vous n'allez pas raconter à l'extérieur, au board ou à whoever ce qui va se passer. Et d'ailleurs, si jamais je dois aller au board, un jour raconter quelque chose, ça sera en accord. Et donc, même quand il y avait la BPI qui nous accompagnait sur les premiers meetings, après, les meetings se sont faits sans la BPI parce que du coup, on parle plutôt technique et donc ça n'a pas d'incidence. Et je pense que la relation de confiance, c'est une relation humaine. Mais moi, je suis un manager, donc j'ai un peu cette habitude-là. Puis c'est mon ADN. De dire ce que je fais et de faire ce que je dis. Donc je peux ne le définir que comme ça, mais je pense que c'est très important de le poser au départ, parce que sinon ça peut créer des ambiguïtés terribles. On n'est pas là pour espionner, on est là pour aider, et il ne faut pas qu'on dévoie ce positionnement qui est très important, parce que c'est ça qui donne la traction et c'est ça qui donne la liberté d'agir. Oui, je pense que la confiance, effectivement, c'est clé pour que ça fonctionne bien. Donc, en tant que fondateur, il faut se débarrasser de son costume de paranoïaque qu'on a tendance à... ouais, surtout vis-à-vis de ses actionnaires. Mais bon, c'est une tendance un peu naturelle, je pense, d'entrepreneur d'être toujours un peu parano. Donc, il faut se débarrasser de ça. De CEO aussi. Ou de CEO aussi, oui. Et c'est le statut, je pense, qui confère la confiance. Donc, c'est ce statut d'indépendance que tu as décrit. Alors, même si c'est introduit par un actionnaire, je pense que c'est peut-être plus facile quand ça vient de la BPI, honnêtement, qui a quand même un rôle. Non, mais qui a un rôle d'actionnaire qui est un peu à part. Donc, il faut séparer l'actionnaire, et le statut d'indépendance, la confiance, la confidentialité.
Voilà, mais Ok. et puis effectivement, ça naît. J'ai avec la confiance, elle s'est construite au fur et à mesure de nos sessions de travail aussi, bien sûr. Ok. Alors j'ai une question de Paolo dans l'auditoire qui nous pose la question: à quelle étape de la vie d'une startup l'operating partner intervient? Je commence. C'est une question c'est une super question en fait, parce que en fait, à toute étape de l'entreprise, l'operating partner peut avoir un rôle assez clé. Je pense à des sociétés qui amorcent et qui démarrent. Avoir le regard d'expérience et d'expertise peut être vraiment inévaluable au sens anglo-saxon du terme. Et jusque late stage, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de fin à ça. On peut toujours être enrichi par un pair qui a une longueur d'avance. Dans nos portefeuilles, on a des grosses entreprises qui font plus de 200, 250, voire 300 millions de revenus et qui réfléchissent à comment se projeter et en changeant leur organisation pour qu'elle soit plus simple. Et nous demande, et alors qu'est-ce qui peut nous aider pour accompagner ça, et donc on se rend compte qu'en fait de pré-revenus jusqu'à beaucoup plus gros, il y a éternellement ce sujet de comment on gère cette complexité et comment on est aidé par quelqu'un qui l'a vécu. Si je peux me permettre, les entreprises sont devenues des objets complexes, quelle que soit leur taille. Le monde s'accélère, toutes les règles changent partout et les business models sont très transformés. Vous êtes moyen, gros ou petit, vous êtes toujours dans une phase par rapport à un futur. Donc, une grosse entreprise cotée, elle a besoin d'operating partners. On appelle advisory board, on appelle special advisor, on appelle consulting firm. Il n'y a pas d'équipe de dirigeants qui, aujourd'hui, peut dire « moi tout seul, je gère ma transformation, mon nouveau modèle, mon futur ». L'effet start-up, c'est un effet un peu différent parce qu'il y a des points de phase critique pour eux pour basculer. Et donc, avoir des gens très spécialisés qui peuvent être passés par là peuvent amener une autre expérience. Mais les dirigeants, en général, ont toujours besoin d'être entourés dans un monde très complexe. Donc après, on peut le définir de plein de façons, mais on a toujours besoin d'être entouré, challengé, poussé. Et la façon de le faire pour une start-up est un peu différente pour les grands groupes, mais c'est le même mécanisme. Je partage tout à fait. Je mettrais un petit. Je pense qu'il y a une petite subtilité pour les startups en très early stage, en début de phase, parce que pour y croire, il faut vraiment être naïf et un peu fou. Et donc, si on est trop vite confronté à des experts, on risque de prendre peur, en fait. Donc, je dirais que c'est peut-être au début, à mon sens, au début de l'histoire, ou alors c'est peut-être des operating partners différents. Mais ça peut être de l'expertise, peut-être, pointue sur un sujet. Mais... Ouais, c'est comment éviter de confronter trop vite la start-up au mur de la réalité et de l'accompagner. Il y a une autre image que j'aime bien moi, sur les operating partners. C'est un peu comme si c'était des sparring partners en boxe. Le sparring partner en boxe, il touche, mais il fait pas mal. Et quand je vous entends, Caroline, j'ai l'impression que vous faites très bien le rôle d'operating partner. Il faut être direct. faut travailler ses coups. Une autre question qu'on pouvait avoir, c'est comment vous trouvez finalement l'équilibre, elle est plutôt pour toi Thibaut, mais comment vous trouvez l'équilibre entre le conseil que va vous apporter l'operating partner et vos propres décisions qui sont intuitives personnelles? Très bonne question. Elle n'est pas facile. Il faut continuer à penser différemment d'une certaine manière. Donc il faut trouver le juste équilibre entre sans dire qu'un expert d'un grand groupe il pense pas forcément différemment, mais effectivement il faut garder une partie d'intuition et donc ne pas être influencé à 100%, je pense. Mais c'est valable pour c'est valable dans beaucoup de situations pour un dirigeant, que ce soit avec un operating partner, un consultant, un actionnaire. Donc voilà, préserver son espèce de gut feel qui fait l'indépendance et la spécificité de la boîte. Merci pour ces précisions.
Peut-être une dernière question. Ensuite, on passera avec d'autres intervenants. Mais est-ce qu'il y a des erreurs courantes que les startups devraient éviter lorsqu'elles travaillent avec des operating partners? Est-ce qu'il y a des choses à savoir là-dessus? Quelles sont les erreurs qu'un operating partner ne devrait pas faire ou une startup prenant un operating partner? Alors, côté operating partner, je pense qu'il faut qu'on soit très serein sur ce qu'on fait. On est operating partner. On ne décide pas à la place des fondateurs. On est là pour questionner, aider, accompagner. Mais il ne faut absolument pas qu'on fasse un espèce de compte-rendu de « on a dit ça, est-ce que vous avez fait ?» On n'est pas dirigeant. On n'est pas consultant pour déployer une feuille de route. On est operating partner pour accompagner, mettre en lumière, éclairer, pour que justement ils puissent prendre leurs propres décisions dans leur cadre, dans leur gouvernance et dans leur propre vision de business model. Donc c'est un peu compliqué pour l'operating partner quand il a été CEO du même sujet de se positionner. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre très vite au niveau de l'operating partner. Mais c'est à nous de nous adapter, mais on est là pour les aider, pas autre chose. Ouais, plutôt que les erreurs, je dirais effectivement trouver ce juste équilibre, ce juste positionnement en conseil, sans rentrer dans l'exécutif à proprement parler, tout en étant suffisamment impactant. Donc c'est ça, trouver ce juste équilibre. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci en tout cas pour ces échanges enrichissants. On va continuer. Ah, alors on a une question pour vous, je suis désolé. La question elle est de Jean. Quel est le business model de l'operating partner? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas, je peux apporter des éléments, mais Maëlys, le business model de l'operating partner, je dirais qu'il y a différents profils. Il y a le profil du serial entrepreneur qui est financièrement établi et qui a envie d'apporter son expérience et son expertise. Donc je dirais c'est plus un intérêt intellectuel qu'un intérêt pécunier. Ça, c'est le premier profil qu'on voit. Deuxième profil qu'on voit, des personnes qui ont travaillé en start-up, qui font entre guillemets un break et qui ont envie de travailler, mais part-time, sur des sujets qui les intéressent. Et puis, troisième type de modèle, et Maëlys en a parlé, on a des operating partners qui travaillent à plein temps pour des fonds, qui sont en CDI. Je dirais que c'est les trois principaux modèles que je vois, mais peut-être Maëlys, si tu veux. J'enverrai, ou peut-être que c'est le numéro 2 que tu indiquais tout à l'heure, mais des dirigeants qui sont entre deux jobs et qui s'intéressent à apporter quelque chose avec une vision aussi de restitution, d'apport. Et on sait que c'est intérimaire, ça durera peut-être 2-3 mois, mais voilà. Et enfin, personnellement, je rencontre beaucoup de personnes dans ce cas-là et qui peuvent donner lieu à des missions très intéressantes aussi. Oui, je dirais que oui. Ok. Eh ben, c'est une super bonne question. To be created. Mais c'est une très bonne question, mais à ma connaissance, non, à ma connaissance, je ne connais pas de solution qui existe sur le marché, mais on a effectivement une idée peut-être à développer, mais ce n'est pas quelque chose qui existe à ma connaissance. Est-ce que je peux répéter la question? La question est la suivante, c'est est-ce qu'il y a une sorte d'engagement contractuel ou informel entre l'operating partner et la startup, c'est ça? Alors moi, ce que je peux vous préciser, c'est que nous, à la BPI, on est une entreprise publique, donc on fait les choses carrées. Il y a des contrats qui existent, des contrats tripartites entre l'entreprise, la startup, l'operating partner et BPI, qui définissent des objectifs, des livrables. On regarde l'exécution des livrables avec l'operating partner quand c'est possible. Parfois, ce n'est pas toujours le cas. Dans d'autres modèles, on va avoir des operating partners qui travaillent pour le fonds. Et sans trahir trop de secrets, on a pu voir que parfois, c'était un peu compliqué, ce type de relation, où on avait des operating partners qui travaillent à 100% pour le fonds, parce que leur regard peut être un peu biaisé
leur regard peut être un peu biaisé sur l'objectif de rentabilité ou les objectifs qu'a le fonds vis-à-vis de la start-up. Mais je te laisse compléter, Maëlys. Oui, plus traditionnellement dans les autres, les fonds privés, à la différence de BPI France, il peut y avoir pour les operating partners la possibilité de participer à la création de valeur en étant au capital de la start-up. Ce qui peut créer un biais et ce qui est effectivement ce qui nous ne faisons pas par principe. Et je pense que ça permet aussi de garder cette liberté de ton et liberté dans la relation, quoi. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Alors, il y a encore des questions. Excusez-moi, j'ai mon chef qui m'appelle. Je ne vais pas le prendre. J'espère qu'il comprendra. Une question d'Alain. Comment les operating partners sont-ils sélectionnés par BPI France ? Alors c'est une bonne question. En fait, c'est pas quelque chose qui est le process. C'est un process plutôt informel. C'est plutôt à travers le réseau, les rencontres que les investisseurs connaissent, où on va commencer à constituer un vivier. C'est toujours difficile de faire rentrer un nouvel operating partner auprès d'une participation. Pourquoi ? Parce qu'on engage la responsabilité de l'investisseur. L'investisseur, quand on propose un operating partner, il met aussi sa crédibilité en jeu. Donc c'est quelque chose où on attache beaucoup d'importance dans la présentation des operating partners qu'on va faire aux startups. Et puis le deuxième sujet, c'est effectivement, excusez-moi, j'ai encore une autre question. Comment les operating partners sont sélectionnés, pardon. Donc voilà, c'est une sélection qui est faite de manière non publique, informelle, mais qui est très normée, où on va vérifier les références, vérifier l'expérience. Et parfois, le process est très long. Parfois, j'ai rencontré des gens il y a 1 an, et c'est seulement 1 an plus tard, parce qu'il y a le bon match. On pense que c'est la bonne personne pour le bon besoin. Donc c'est encore de l'artisanat, ce n'est pas industriel. Mais je ne crois pas à l'industrialisation d'un fit entre une start-up et des dirigeants. Il n'y a pas encore le mythique. Il n'y a pas encore le mythique. Je vois juste l'heure avancer. Il y a encore des questions, mais on va les prendre. Mais je vais aller répartir la parole de manière égale. Je voulais vous remercier, Caroline, Thibaut et Maëlys, pour votre présence. Et je suis ravi d'accueillir... Et je suis ravi d'accueillir une autre expérience, un autre point de vue, avec Yves Maître, operating partner chez Jol Capital, et Eric Marcelin Dibon, qui est le CEO de Microled. Alors messieurs, pour commencer, ce que je vous propose, c'est peut-être que vous pouvez dire 2 mots pour vous présenter. Vas-y Eric, commence. Donc moi, je suis Eric Marcelin Dibon, donc le fondateur de Microled. C'est une entreprise qu'on a créée il y a 16 ans maintenant, donc plus vraiment une start-up, je ne sais pas, et qui fait des tout petits écrans miniatures qui sont intégrés dans des viseurs, mais aussi dans des lunettes. Donc il y en a eu pas mal qui ont eu l'occasion de les voir là-haut. J'ai pas eu le temps de boire un verre d'eau depuis ce matin. Hein. Enfin bon, voilà, donc c'est ce que l'on fait. Moi je m'appelle Yves Maître, j'ai un peu baroudé dans le monde entier où j'ai eu l'occasion et la chance de diriger des boîtes, je pense à peu près sur tous les continents, enfin peut-être pas les pôles encore, mais voilà. Et depuis le Covid où j'étais obligé de rentrer en France pour des raisons familiales, je fais du consulting et je suis operating partner plus des choses dites personnelles. Bon, voilà. Alors, ma première question, qui est un peu la même que j'ai posée au précédent intervenant, c'est finalement, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment s'est passée votre rencontre et un premier retour d'expérience sur ce modèle d'operating partner? Alors de notre côté, c'est assez récent, puisque ça date de l'investissement de Jolt qui date du mois de juillet, donc ça date d'il y a quelques mois. Il y a eu une première phase, je dirais, avant l'investissement. Donc toute la partie due diligence. J'ai trouvé que c'était assez original ce qui a été fait justement par Jolt Capital à l'époque, parce que j'avais fait d'autres levées de fonds auparavant
où les gens avaient passé beaucoup de temps sur toute la partie due diligence, légale, etc. Là, finalement, ce qui a été organisé par les différents operating partners de Jolt vis-à-vis de l'équipe, donc ça a été plutôt des interviews vis-à-vis de l'équipe et je pense que ça faisait le lien entre la vision de l'équipe et la vision des actionnaires futurs. Donc il y a eu cette première période, je dirais, avant l'investissement. Et puis après l'investissement, bon là c'est plus récent puisque ça date d'il y a 3 mois, on rentre plus dans des projets spécifiques. Ok. Oui, non, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'au départ, avant d'investir, le fonds a généralement une bonne vision financière des choses, hein, donc il comprend bien les chiffres, bien mieux que moi en tout cas, et il a accès à tout. Et par contre, sur la tech, sur d'autres problématiques, ça peut être du go-to-market, ça peut être des problématiques d'ordre social, je sais pas, bon. Là, il fait appel à des spécialistes, experts, vous appelez ça comme vous voulez, et il leur dit qu'est-ce que tu penses. Donc dans le cas de ça, c'est est-ce que tu penses que cette techno, elle va faire sens ou pas? Est-ce qu'elle sera dans le prochain casque Apple ou pas? Est-ce qu'il y aura un prochain casque Apple ou pas? C'était au mois de juillet. Typiquement, c'était avant la sortie du casque Apple. Est-ce que tu penses que qui pourrait les racheter dans le temps? Combien on pourrait tirer de cette opération-là? Voilà, toutes ces questions-là. Le go-to-market, ils veulent se développer aux États-Unis. Tu as vécu aux États-Unis, tu connais un peu ça. Mais on a aussi chez Jolt un operating partner qui est vraiment dédié à ça. Comment tu vois les choses? Comment tu pourrais l'aider dans l'écosystème? Voilà, toutes ces choses-là. Puis nous, on donne notre avis. Et puis un jour, on a un comité d'investissement et ils nous disent bah, tiens, bah, voilà, on a décidé d'investir. Merci, merci, voilà. Bon, puis c'est tout, quoi, c'est sympa. Alors j'ai une question du public. C'est une question de Thomas qui demande quelle est la différence entre l'operating partner et le mentor. Une bonne question. Alors ça, c'est une super question parce que je me la posais. Par exemple, quand j'étais CEO d'HTC, alors ça c'est pareil, c'est un truc qui est... On n'a pas ça dans la culture européenne, en tout cas française. Quand j'étais CEO d'HTC, la première chose que m'a demandé le board, il m'a dit « Yves, il faut que tu te choisisses un mentor ». Moi j'arrivais, je descendais de mon avion, littéralement, et il faut que tu te choisisses un mentor. Alors je dis bah, qui? Donc ils m'ont proposé une liste de mentors. Et j'ai choisi le CEO de Qualcomm. Okay, donc voilà, donc depuis on est resté, enfin, je le connaissais avant, on est resté en contact. Et en fait, je pense que le mentor, il n'a pas un rôle d'expert. Le mentor, il est surtout là pour, enfin, en tout cas, la relation que j'ai eue quand j'ai eu affaire à mon mentor, c'était plus, je l'appelais, avec le décalage horaire, c'était sympa. Et je lui disais, écoute, voilà, stratégiquement, j'ai telle question, ou avec mon board, j'ai tel problème, ou j'avais juste envie de t'appeler, j'avais juste envie de te parler. Voilà. L'operating partner, il est plus dans une expertise. Et la deuxième chose que l'operating partner fait, en tout cas que moi je fais ou que d'autres font chez Jolt, c'est la relation entre les équipes opérationnelles et l'investisseur. Parce que des fois, ils ne se comprennent pas. Et des fois, ils ne s'entendent pas. Là, je suis sur un cas de figure, dont je tairai le nom, où ça va, quoi. Les deux sont super pros, le board est super pro, mais ils ne se comprennent pas. Et donc, le truc, c'est d'essayer de comprendre et de passer du temps avec l'un, de passer du temps avec l'autre, et à un moment de dire « Ah, ça y est, j'ai compris pourquoi vous ne vous comprenez pas ». Et donc là, c'est de reconstruire un truc, de les refaire asseoir, parce qu'il y en a, ils n'arrivent même plus à s'asseoir ensemble. Je veux dire, c'est-à-dire que le CEO de la boîte et un des actionnaires, ils n'arrivent même plus à se parler. Okay, et même au board, ça crée des problèmes. Voilà, ça, c'est typiquement une relation, quelque chose qu'un mentor ne fait pas. Ce n'est pas son job d'interférer entre le board et l'investisseur et le CEO. Le mentor, il est là pour ouvrir son écosystème, pour... quand vous dirigez des boîtes, quand on dirige des boîtes, des fois, on est un peu seul, quoi. Je veux dire... On a envie de se dire, putain, fait chier, quoi, je suis encore là, tout seul, je rentre chez moi, j'ai les boules, à qui j'en parle, tu vois, bon. Ça, c'est le mentor. L'operating partner, il n'est pas là pour faire le papa ou la maman. C'est pas du tout son job. Je trouve que la réponse, elle mérite d'être transparente. Merci Yves. J'ai une question de Nadir qui nous pose la question suivante. Vous avez mentionné que les operating partners étaient parfois salariés des fonds. Qu'en est-il des autres types modalités d'accompagnement répondu, facturation jour, homme, actionnaire? Alors, il y a effectivement, je vois deux types de modèles d'operating partner. Le premier,
Donc l'operating partner est en CDI dans le fond et généralement il y a des systèmes d'incentive au capital. Et puis un deuxième modèle qui est un modèle d'operating partner entre guillemets freelance. Alors soit c'est du spot, soit on contractualise un volume de jours à l'année auprès d'une personne sur des taux qui peuvent varier mais qui restent en ligne avec la politique de BPI France. Alors, juste à titre personnel, je suis operating partner dans un fonds et je ne suis pas salarié du fonds. Et il était hors de question que je sois salarié du fonds. Je ne sais pas que je ne veux pas gagner de l'argent par le fonds, puisqu'on a d'autres manières d'incentive. Je voulais garder ma liberté de parole. Et si je suis salarié d'un fonds, je dis quoi? C'est mon boss ou voilà. Là, j'ai pas de boss ou j'ai deux boss quoi. Tu es mon boss quelque part et Jean c'est mon boss d'un autre côté. Et je ne suis pas salarié de Jolt. Alors on a des moyens de reward qui sont autres, ok, mais qui ne sont pas de nature salariale. Et à ma connaissance, aucun operating partner de Jolt n'est salarié du fonds. Alors, on a cette chance qu'on est plutôt en fin de carrière qu'en début, et donc je veux dire c'est pas une attente, le salaire n'est pas une attente. Mais pour moi, je pense que si vous avez affaire à des operating partners qui sont dans un fonds, il faut que vous vous assuriez que d'une manière ou d'une autre, ils aient leur liberté de parole. Parce que s'ils n'ont pas leur liberté de parole, je pense qu'ils perdent, à mon avis, une partie de leur valeur. Mais peut-être que, Eric, tu peux toi en parler. Non, c'est sûr, c'est assez évident parce que ils n'ont pas les mêmes, je dirais, les mêmes attentes en fait, côté par rapport au board. Je dirais, le board reste quand même, souvent les actionnaires restent quand même très focalisés sur leur vision et leurs attentes à la fin liées à l'investissement quelque part. Et puis en tant que fondateur ou en tant que CEO, bah, tu restes aussi très attaché à, voilà, à tout ce qui t'anime de ton entreprise. Et donc, c'est important que l'operating partner ait une vision justement qui fasse un peu le tampon quelque part. Moi, je n'étais pas à la société dont tu parlais, donc je n'ai pas de problème avec mes actionnaires. Mais c'est assez important d'avoir cette indépendance. Et puis en plus, c'est souvent sur des projets quand même ou des sujets assez spécifiques. C'est pas forcément, enfin moi j'ai pas eu le cas forcément global sur l'entreprise. Quand j'ai eu l'occasion de travailler avec des operating partners, en principe c'était quand même sur des trucs très ciblés, sur des où on avait besoin d'aide, où on avait besoin d'avoir une vision différente et aussi d'aider aussi à construire la vision vis-à-vis des actionnaires aussi. Ok, très bien. J'ai une autre question. Alors, excusez-moi, je vais vous la donner, mais qui était où peut-on trouver des operating partners? La question est bonne. En fait, il n'y a pas de, il y a pas de marketplace où on peut trouver des operating partners. Généralement, les fonds font appel, et c'est ce que je disais un petit peu en introduction. Généralement, les fonds font appel à des personnes qui sont expérimentées sur du management en général ou sur des expertises fonctionnelles très marquées. Mais je dirais que cette approche, elle est encore une fois, c'est plutôt du bouche à oreille, c'est plutôt du réseau qu'un process très normé qui permet de recruter des operating partners. Mais Yves, peut-être que tu peux nous partager ton expérience. Je sais pas, je pense que peut-être aux États-Unis, il y a des process de recrutement avec des chasseurs de tête qui cherchent des operating partners. Je pense que nous, on est plutôt encore dans un mode initial ou de début du mode operating partner. Donc ça se fait plutôt, comme tu dis, sur du bouche à oreille où bon, voilà, on a entendu dire, on connaît quelqu'un qui... moi, en ce qui concerne Jean, ça fait, je sais pas, 15 ans que je le connais, que je deal avec lui, qu'il me demande des choses, que voilà. Et à un moment donné, il a voulu formaliser la chose par rapport à son fonds, par rapport à un certain nombre de règles. Donc j'ai un contrat, juridiquement j'ai un contrat, parce qu'il y a des règles éthiques à respecter, parce que j'ai des engagements vis-à-vis de Jolt et de gens comme toi, des entrepreneurs. Mais non, je crois qu'il n'y a pas de... À ma connaissance, en Europe, il n'y a pas de choses comme ça, non. Non, mais c'est vrai qu'aux US, ils ont encore un cran d'avance sur ce sujet. Moi, j'aimerais bien vous entendre sur la question suivante, c'est comment l'expertise d'un operating partner peut-elle contribuer à la croissance et au succès d'une start-up? Et j'aimerais bien vous entendre, Eric, sur ce sujet. Comment vous voyez finalement cette expertise et en quoi elle peut vous aider à atteindre vos objectifs? Moi je vais juste parler de mon expérience et ce que j'aime bien.
Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand je tombe sur des operating partners qui sont sur un sujet assez connexe au mien, pas vraiment le même. Je ne voudrais pas un expert dans mon domaine parce que... Dans votre secteur, dans votre industrie, vous voulez dire ou... Alors, pas forcément dans mon secteur, mais je veux dire, ça peut être sur un projet, ça peut être sur un marché, ça peut être sur de l'opérationnel, quel que soit le sujet. Je ne vais pas forcément vouloir ou chercher un operating partner qui est vraiment l'expert du truc là-dessus. Mais plutôt, j'aime bien quand c'est un sujet assez connexe, pas trop éloigné, mais qu'on arrive à faire des rapprochements et qu'on arrive à avoir finalement un œil extérieur, mais qui puisse guider un peu la stratégie. Donc ça c'est important en fait pour moi. Je pense que les experts, on va chercher les experts ailleurs quand c'est des experts sur vraiment un sujet. Et là, j'aime bien quand c'est des sujets qui sont assez connexes. Là, Yves était chez HTC, donc voilà, il a une connexion avec ce que l'on fait, puisque quand on fait des produits grand public, eh ben, c'est lié un peu avec HTC, sans forcément que ce soit une expertise sur le domaine. Et ce lien-là est important, cette connexion assez proche et importante. Donc moi, c'est un peu ça là où je vais chercher. Et je vais chercher surtout à avoir aussi la vision extérieure. Parce que quand on a une start-up, vous savez, la pire des choses qu'il faudrait faire, c'est abandonner son instinct, quoi. Donc on est animé par son instinct, par sa vision du marché, etc. Mais il faut quand même qu'on arrive à avoir une vision extérieure pour pouvoir se poser les questions. Et après, on y répond positivement ou négativement. Hein. Moi, ça m'est arrivé, pas dans ce cas-là, mais précédemment, d'avoir un avis. Puis je me suis dit, j'ai écouté l'avis, j'ai dit ouais. Et puis après, j'ai passé quelques jours et puis je dis, bah non, finalement non. Je reste sur ma voie, etc. Donc, il y a aussi ce côté d'indépendance qui est hyper important. Alors, ça, c'est un truc qui est... j'aime bien ce que tu dis, mais je mets des bémols quand même. Okay. Je crois que parmi nous, il doit y avoir un paquet qui sont parents, là. Okay, et puis les autres, ils le deviendront. Enfin, je leur souhaite. C'est super dur de faire grandir une start-up. Et moi qui ai eu dans ma vie... alors, j'ai créé mes start-up que j'ai vendues... Enfin, pas mes startups, quelques petites startups que j'ai vendues. Je peux vous dire pour ceux qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile qu'en France, mais beaucoup plus facile. Et puis malheureusement, dans ma vie, j'ai eu à couper des coûts, à restructurer. Okay, et ça a été aussi une partie de ma vie. Restructurer, c'est super facile, quoi. C'est vraiment super chiant, super pas cool, mais c'est quand même super facile. Alors, généralement, d'ailleurs, votre directeur financier, il le fait. En tout cas, il pense qu'il va le faire très bien. Okay, pas toujours convaincu, mais bon. Faire grandir une entreprise, et plus elle grandit vite, hein, c'est les teenagers, quoi. On passe de 12 ans à 17 ans, c'est là où il y a tous les embrouilles quand même. Hein. Enfin, je veux dire, vous êtes passé par là, vous en avez peut-être, moi je suis passé par là en tout cas. Avant, ça va parce que ça grandit doucement, puis tout d'un coup, c'est pouf, vous les voyez là, ils font 1m40, puis tout d'un coup, ils font 1m80. Et là, on n'a pas compris ce qui s'est passé en 3 ans. Et bien ça, c'est la période des startups qui est super difficile à gérer. Et c'est la période que des adolescents ont du mal à gérer. C'est la période que tout le monde a du mal à gérer. Ces accélérations rapides. Parce qu'après, si on l'a mal géré, et bien fichtre diante, on se le perd pendant des années et des années. Et là, après, on va devoir faire du restructuring. Et donc, c'est une période qui est super importante, cette croissance. Et plus elle est rapide, plus elle est importante. Et plus elle est rapide, moins vous avez le temps de vous occuper de cette croissance. Okay. Et là, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de tout ça. Et quelque part, l'operating partner ou le mentor ils ont un rôle à jouer. Parce que c'est à ce moment-là que si les os ne se mettent pas bien, il y a la scoliose, quoi. Je ne suis pas tout bib. Hein. J'avais une question pour vous, Eric. Est-ce que c'est vous qui avez choisi Yves? Comment ça s'est passé? Non, pas du tout. D'abord, tu en as plusieurs, toi, chez Jolt. Ouais, moi, j'en ai plusieurs chez Jolt. Je dirais le côté que je trouve pas mal chez Jolt, c'est qu'il y a plusieurs personnes un peu sur plusieurs domaines. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu au projet, entre guillemets. C'est un petit peu suivant la question que l'on va chercher. C'est très clair. Je vais vous poser la même question que j'avais posée au groupe précédent, mais qui tourne autour de la relation de confiance. Comment ça se construit? Alors, je sais que votre rencontre, elle est assez récente, mais comment vous construisez finalement cette relation de confiance entre vous, entrepreneur, et operating partner qui est là pour accompagner sans être trop intrusif? Alors,
ça va beaucoup plus loin que l'operating partner. Hein. Quand vous avez des nouveaux actionnaires, dès le départ, vous avez intérêt à avoir une relation de confiance, parce que sinon c'est mal barré. Hein. Donc ça va beaucoup plus loin que l'operating partner. La relation de confiance, elle se construit en fait dès les premiers meetings, quand vous allez voir, quand vous allez rencontrer vos premiers actionnaires, et ça se construit sur tous les meetings. C'est-à-dire qu'il faut savoir dire les choses qui ne vont pas. Et des fois, il y en a, je veux dire, et savoir dire les choses qui vont sans les survendre. Donc, et après, construire sa relation de confiance. Mais ça, je dirais, c'est juste ma vision personnelle, mon approche. Mais ça va au-delà, je dirais, de la partie operating partner, quoi. Ça va En général, ouais. en général jusqu'aux actionnaires, et c'est vraiment clé parce qu'eux, ils sont à votre conseil tous les mois ou tous les 2 mois. Donc, il faut que ça se passe bien. Oui. Là-dessus, je voudrais rappeler quelque chose parce que c'est pareil, on fait plus attention à ça. Mais la confiance, la confiance, c'est autre chose. La confiance, c'est digital. C'est soit 0, soit 1. On a un chien, par exemple, et on a peur que le chien il morde. Soit on est sûr que le chien va pas mordre, et c'est 1, soit on ne sait pas. Mais on n'a pas confiance quand on est à 99,99999. Non. Donc, la confiance, c'est vraiment quelque chose qui est dual. Et moi, en tant qu'operating partner, c'est plutôt à l'opérationnel qui est d'avoir confiance en moi. Donc, soit il me la donne, soit il ne me la donne pas. Mais à un moment donné, s'il ne me la donne pas, il va falloir que j'aille le voir et lui dire, tu sais quoi, on a un petit souci, donc comment on deal? Et puis s'il me dit, voilà, et pour quelle raison? Voilà, parce que c'est dual, c'est soit 100, soit 0. Soit on a confiance dans son compagnon, soit on n'a pas confiance dans son compagnon, mais c'est pas, j'ai à peu près confiance dans mon compagnon, ou j'ai à peu près confiance dans mes enfants. C'est que tu n'as pas confiance. Donc voilà. C'est très clair. C'est très clair. Moi, j'avais une question qui n'est pas facile pour vous, Yves. C'est finalement comment on mesure le succès de l'accompagnement d'un operating partner. Mais enfin, cette question, je peux vous la poser aussi à vous, Ouais, Eric, côté startup. Alors, je peux commencer. Je ne sais pas encore. C'est en fait moi, je trouve que c'est surtout la profondeur des discussions et de la relation, quoi. C'est le fait qu'on fait évoluer souvent. Enfin, moi, quand j'ai eu l'occasion de travailler de façon proche avec des operating partners ou d'autres partenaires sur des sujets précis, c'est à partir du moment où on fait avancer les questions que l'on a en tant que fondateur ou CEO jusqu'à une meilleure appréhension. C'est-à-dire qu'on, voilà, comme je disais tout à l'heure, on se pose des questions, on se remet en cause et on franchit une étape. Et c'est là où on voit qu'il y a eu un succès, quoi. Enfin, mais encore une fois, on va parler d'un petit succès, parce que la chose qu'on construit vraiment sur le temps, quoi. Yves? Pour moi, c'est quand quelques années après, on reçoit un coup de fil. Tiens, on dit, c'est Ghislaine qui m'appelle. Allô, Ghislaine? Ah, tu sais, ce dossier-là, voilà comment il s'est bouclé. Bien ou pas bien? Je veux dire, c'est pas grave comment il s'est bouclé. Enfin, c'est pas grave. Il s'est bouclé. Et ça, c'est important parce que c'est juste un feedback. Quand je reçois un feedback quelques temps après, je me dis, ouais, ça va, c'est qu'à ce moment-là, elle s'est dit, tiens, la fameuse Ghislaine ou whoever, s'est dit, voilà, quoi, voilà, j'ai envie de faire un feedback. Donc je me dis, ouais, c'est que je lui apporte quelque chose, sinon elle n'en a rien à foutre, quoi. Et peut-être pour apporter un complément de réponse à la question, il y a des études qui ont été récemment sorties aux US. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais qui fait l'analyse entre des fonds qui sont équipés d'operating partners et des fonds qui ne sont pas dotés d'operating partners. Et on voit que les multiples de valorisation en exit sont supérieurs pour les fonds qui sont équipés d'operating partners. Alors après, vous pouvez toujours dire on fait parler les chiffres comme on veut. On voit quand même qu'il y a une certaine valeur et c'est une tendance de toute façon générale qu'on voit sur le marché des VC, de s'équiper d'expertise pointue. On voit aux US par exemple des VC qui vont se spécialiser sur une thématique d'operating partner. On a, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne me rappelle plus du nom du fonds, mais il y a un fonds par exemple qui s'est spécialisé sur les RH. Voilà, et c'est le spécialiste des operating partners RH. Et ce qu'on voit comme tendance aux États-Unis, c'est que les startups vont faire du cherry picking dans les fonds en fonction de l'expertise opérationnelle qu'ils vont amener.
Donc on va avoir une start-up américaine qui va aller chercher une expertise technique dans tel fonds, une autre expertise technique dans un autre fonds. Et donc on voit que le métier est en train de changer. On passe d'une logique qui est purement financière à une logique où on va apporter de la valeur ajoutée autre que juste financière. Peut-être moi j'ai une dernière question avant de se quitter, s'il n'y a pas d'autres questions de l'audience. C'est finalement, si on doit résumer le rôle d'operating partner en 3 mots, comment vous le résumeriez, Yves? C'est tout sauf ChatGPT. Voilà, en 3 mots. C'est pas mal. Merci, Eric. Non, je n'avais pas d'idée à ce point, mais encore une fois, c'est une question de proximité et de confiance, quoi. Okay. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Merci Yves, merci Eric. Merci. Merci à toi. Merci, au revoir.